Au Mali, la MINUSMA était la cible de plusieurs attaques à Tombouctou et à Tessalit. Un casque bleu nigérian de cette mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation pour le Mali a été tué. Peter Mutharika, chef de l'État sortant du Malawi, joue sa carrière politique mardi. Ça sera lors d'une élection présidentielle à l'issue incertaine où il affrontera le chef de l'opposition et deux membres de son propre gouvernement. Au Maroc, la détermination des éleveurs nomades à se déplacer librement alors qu'ils pèsent le bétail dans les régions du sud, les armées en conflit avec les agriculteurs de la région du Source. On en parlera dans ce journal. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue sur SICA pour cette session d'information que nous ouvrons par le Malawi où Peter Mutharika, chef de l'État sortant, joue sa carrière politique ce mardi. Ce sera lors d'une élection présidentielle à l'issue incertaine où il affrontera le chef de l'opposition et deux des membres de son gouvernement. Reportage. Outre la présidentielle, les 6 800 000 d'électeurs malawites doivent aussi élire mardi leurs députés et leurs conseillers locaux dans ce pays très dépendant de l'aide internationale. Peter Mutharika, au pouvoir depuis 2014, brigue un second mandat face à 7 autres candidats. Sa présidence a été ternie par des affaires de corruption alors qu'il s'était engagé à lutter contre ce fléau. Il a été personnellement impliqué dans une affaire de pots de vin de 3 900 000 $. Pendant la campagne, il a soigneusement évité d'évoquer le scandale. Ses principaux opposants sont vice-président Saulos Chilima, son ministre de la Santé, Etopele Muluzi, et le chef de l'opposition, Lazarus Chakwera, ont fait de la lutte contre la corruption l'un de leurs principaux arguments de campagne. Saulos Chilima, qui a claqué l'an dernier la porte du Parti populaire démocratique au pouvoir, tout en conservant son poste de vice-président, accuse le sortant de corruption et de népotisme. Samedi, Lazarus Chakwera, chef de la principale formation d'opposition, a lui aussi joué la carte anti-corruption. Cette année, il dispose d'un avantage de poids, le soutien de l'ex-présidente Joyce Banda. En 2019, la moitié des 18 millions de Malawites vivent toujours sous le seuil de pauvreté et seuls 11% de sa population ont accès à l'électricité. Mais les partisans du président sortant louent ses efforts en termes de développement. Le chef de l'État peut aussi compter sur un large soutien dans les zones rurales en raison des subventions gouvernementales pour les engrais. Ces élections sont les premières organisées en vertu d'une nouvelle loi sur le financement des partis et des campagnes. Au Niger, le général Salou Djibo, chef de transition militaire de 2010 à 2011, a été mis à la retraite d'office et radié des rangs de l'armée. Il a lui-même formulé la demande à la hiérarchie militaire de son pays. Une demande qui intervient à 2 ans des élections présidentielles de 2021, ce qui ravive la polémique autour de ses ambitions présidentielles et le fameux pacte secret avec l'actuel président Issoufou Mahamadou pour un retour de l'ascenseur. Abdul Karim Mahamadou pour plus de précisions. Tombeur du président Mamadou Tanja en février 2010, le général de corps d'armée Salou Djibo, commandant à l'époque, aurait-il des ambitions présidentielles? C'est la question qui alimente les débats et la polémique au sein de l'opinion publique nigérienne. Le général a en effet demandé à la hiérarchie militaire de le mettre en retraite d'office sans avancer une quelconque raison. Une décision qui relance les débats sur un prétendu accord secret pour un retour de l'ascenseur signé entre lui et son successeur, l'actuel président de la République Issoufou Mahamadou, que le général aurait aidé à accéder à la magistrature suprême. Accord révélé pour la première fois par le chef de file de l'opposition en exil, Hama Amadou. Pour les partisans de ce dernier, l'histoire lui donne raison. Politiquement, quand Mahama parle, il sait de quoi il parle. Hama l'a dit et nous avons cru que cette deal-là existe bel et bien entre le général Salou et Issoufou Mahamadou. Sinon, comment comprendre un jeune général avec toutes ses étoiles, qu'un beau matin demande sa mise à la retraite s'il n'a pas d'autres ambitions. Il a d'autres ambitions parce que vous connaissez très bien que le PNDS Taraya est passé maître dans le copiage. La même chose qui s'était déroulée au Mali il y a quelques années avec Adama de Alpha Condé, c'est ce qui est en train de se répéter au Niger. C'est le retour de l'assesseur.
Lorsque Mamadou a révélé pour la première fois le deal, l'affaire a fait grand bruit et fait le chou gras de la presse nigérienne, ce qui a suscité une levée de bouclier, aussi bien des partisans du général Salou Djibo et du président Issoufou Mamadou et son parti, qui avaient balayé d'un revers de la main les allégations du chef de file de l'opposition. Mais le bi-hebdomadaire L'événement a investigué. Pour Aksar Moussa, le directeur de publication du journal, les choses se précisent. Beaucoup de nos sources, nous avons enquêté là-dessus, plusieurs sources font état que c'est le général Salou risque de se présenter à l'élection présidentielle de 2021. Et on peut aussi dire que quels sont les champs de Salou. Il va pas. On sait qu'il a beaucoup épaulé l'actuel président de la République pour qu'il accède au pouvoir. Le parti au pouvoir lui est redevable, il faut le dire clairement. Ce qui est sûr, le général Salou ne va pas à la retraite pour aller être derrière, aller cultiver son champ. Il va certainement se lancer dans la politique parce qu'il a eu l'aval, on peut le dire, de quelques-uns de ses amis politiques qu'il a eu à épauler. Si les ambitions du général se concrétisent et l'accord secret confirmé, cela risque de chambouler la carte politique du Niger et tous les pronostics, alors que le parti du président Issoufou Mahamadou a déjà investi son candidat. Il s'agit de Bazoum Mohamed, ministre de l'Intérieur et président du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme. On reste au Niger où les 2000 contractuels de la ville de Niamey, licenciés depuis 2013, ont gagné leur procès. Depuis janvier, la justice leur a donné raison et demandé également aux autorités de la ville de Niamey de les remettre dans leurs droits. Mais jusque-là, rien. Ils ont décidé de manifester dans les locaux de l'hôtel de ville de Niamey et interpeller le président de la République sur son engagement de lutter contre le chômage. De cela 3 ans, les contractuels de la ville de Niamey ont été suspendus à travers une note de service, chose qu'on n'a jamais vue. Et des contractuels, d'autres ont des CDD, d'autres ont des CDI. Un beau jour, ils sont réveillés et suspendus à travers une note de service. Et les gens se sont manifestés pacifiquement à travers un recours à la justice. Et le procès a duré 3 ans. Et récemment, en janvier passé, il y a eu un délibéré. La justice a donné raison aux contractuels. La justice a instruit la mairie de remettre ces contractuels dans ses droits. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment se fait-il que des pères de famille, il y a des veuves parmi eux, il y a des gens qui sont à la charge des orphelins. Parce qu'il y a des personnes, suite à ça, ils ont perdu leur foyer. D'autres ont perdu leurs femmes, d'autres ont été chassés des maisons à loyer. Des pères de famille, des gens qui prennent en charge des familles aujourd'hui se retrouvent à la rue. Sans raison, sans droit, sans rien, juste à travers une note de service qui les suspend. Et après ça, il n'y a aucune explication, aucun droit, rien. Des gens, d'autres ont fait 10 ans à la mairie, d'autres ont 5 ans, d'autres ont 6 ans, d'autres ont 8 ans. Donc aujourd'hui, nous sommes là, c'est pour vraiment taire le silence. Parce qu'on est fatigué. Depuis janvier, qu'il y a eu le délibéré, en mars, le président de la délégation spéciale de Niamey a reçu une copie du délibéré et il n'a jamais cherché à rencontrer nos délégués pour au moins échanger, essayer de trouver une issue par rapport à ce problème. C'est vrai, la justice avait demandé à ce que les gens soient dédommagés. La ville demande qu'ils n'ont pas de ressources. Mais nous n'exigeons pas à ce qu'on nous donne de l'argent. Il y a des personnes qui sont là, eux, ils ne veulent que retrouver leur travail. Ils peuvent surseoir sur les 3 ans, sur les droits des 3 ans là. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est retrouver leur emploi, retrouver leur gagne-pain. Parce qu'ils ont une charge. Et ce n'est pas facile. Et aujourd'hui, nous sommes là, c'est pour faire savoir au père de la nation, vraiment, il n'a qu'à essayer de tourner le regard vers ces mères, pères de famille qui sont là, qui ont été mis à la rue injustement et sans droit. La MINUSMA a été la cible de plusieurs attaques samedi au Mali, précisément à Tombouctou et à Tessalit. Un casque bleu nigérian de cette mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali a été tué. Plusieurs pièges étaient tendus au casque bleu samedi au Mali. L'une des attaques a été perpétrée par des assaillants armés non identifiés à Tombouctou. Un casque bleu y a été tué, succombant à ses blessures. Un autre casque bleu nigérian a été blessé dans la même attaque. Près de Tessali, dans la région de Kidal, 3 casques bleus tchadiens ont été blessés lorsque leur véhicule blindé a heurté un engin explosif improvisé. Ces détails ont été communiqués par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui condamne ces attaques en rappelant qu'elles peuvent constituer des crimes de guerre.
Il appelle par ailleurs les autorités maliennes à agir rapidement pour identifier les auteurs de ces agressions et les traduire rapidement en justice. La MINUSMA est la mission la plus coûteuse en vies humaines des opérations actuelles de maintien de la paix de l'ONU. On dénombre plus de 190 morts depuis son déploiement en 2013. Au Mali, des zones entières échappent encore au contrôle des forces maliennes, françaises et de l'ONU, régulièrement visées par des attaques, malgré la signature en mai-juin 2015 d'un accord de paix censé isoler définitivement les djihadistes, dont l'application accuse des retards. Au Maroc, la détermination des éleveurs nomades à se déplacer librement alors qu'ils pèsent leur bétail dans la région du Sud les a mis en conflit avec les agriculteurs de la région de Sousse. Les tensions sont souvent aggravées par la pénurie d'eau. Au moins une quinzaine de cas d'agression de paysans par les éleveurs nomades dans la seule commune d'Aba Sahel a été enregistrée depuis décembre dernier. Reportage. Éleveurs nomades et paysans sédentaires se disputent la terre à Sousse, dans le sud du Maroc. La région qui offre une végétation abondante attire les éleveurs nomades depuis des décennies. La situation se crispe, surtout en période de pénurie d'eau. Plusieurs cas d'affrontements ont été rapportés ces derniers mois. Les autorités marocaines font état d'une quinzaine d'agressions de paysans par des éleveurs nomades depuis décembre dans toute la région de Sousse. Depuis 2 ans, il y a une hausse importante des arrivées des troupeaux en raison de la sécheresse, ce qui explique les frictions. Nous, en tant que composante sociale, c'est quoi nos coutumes? C'est le nomadisme. On ne peut pas être enfermé dans un seul endroit, on veut circuler dans tout le Grand Maroc et dans le cadre de la loi. Les nomades que nous avons connus par le passé avaient de 300 à 600 têtes de bétail et ils vivaient en harmonie avec les habitants d'ici. La preuve est qu'une grande partie des habitants d'ici sont originaires du Sahara. Mais les nomades d'aujourd'hui arrivent avec plus de 14 000 têtes de bétail selon les statistiques des autorités. Les agriculteurs sédentaires de la région enragent de voir les troupeaux nomades piétiner les champs de blé et de maïs cultivés à grande peine. Nous sommes les habitants natifs de ces terres. Nous avons grandi ici de père en fils depuis des siècles. Et les nomades viennent aujourd'hui pour nous dire qu'ils peuvent laisser leur pâturage chez nous, mais il n'y a pas de place pour ça. La bataille se joue aussi sur les réseaux sociaux avec des vidéos montrant des personnes cagoulées, présentées comme des éleveurs nomades munis de bâtons et de sabres, agressant les villageois. Certains villageois ont riposté en empoisonnant l'eau et les pâturages. Ce sera tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne semaine en compagnie du programme de SICA. À très bientôt.